Bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Grégoire Allaire, je suis le président de la Société de mathématiques appliquées et industrielles, qui donc, à côté des deux autres sociétés historiques scientifiques de mathématiques, la SMF, la Société de mathématiques de France, et la Société française de statistique, donc représente la communauté de mathématiciens français. Donc, nous avons une certaine habitude de la communication, mais pas vraiment la communication vers les médias et la grande société, mais plutôt vers le monde de l'entreprise, vers les sociétés. Et c'est une expérience qui n'est pas toujours facile, donc c'est pour ça que nous participons à ces journées aujourd'hui avec grand plaisir. Et donc, un autre grand plaisir, c'est celui d'introduire bien sûr Cédric Villani, donc nul besoin de le présenter, mais faisons quand même 2-3 mots. Donc Cédric est professeur à l'Université de Lyon, le directeur de l'Institut Henri Poincaré, lauréat de la médaille Fields en 2010, donc avec un peu de chance cette année, il va pouvoir passer le flambeau de son titre officieux d'ambassadeur des mathématiques françaises, parce que peut-être que donc au prochain congrès mondial des mathématiciens, on l'espère tous, un autre mathématicien français recevra la médaille Fields et donc sera le chouchou des médias comme Cédric l'a été pendant quelques années. Bon, pour le grand public, sachez que si Cédric écrit beaucoup, des articles, des blogs, un livre, Théorème vivant, moi qui le connais depuis quelques années, sachez que ces articles mathématiques et ces livres en mathématiques sont un plaisir à lire. J'ai notamment un souvenir merveilleux de son habilitation à diriger des recherches que j'ai lu comme un roman, plus facile que Théorème vivant d'ailleurs, d'une certaine manière. Donc Cédric, la parole est à toi. Ok, merci beaucoup Grégoire pour l'introduction. Je t'ai vu tout à l'heure à l'IHP, donc toi aussi tu te partages aujourd'hui un peu comme une particule quantique. C'est un plaisir d'être ici parmi vous pour parler de sciences et médias. Je ne sais plus ce que j'avais donné comme titre, Splendeur et misère du scientifique face aux médias, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, je vais vous parler un petit peu, en tout cas, de mes expériences de communication via ou avec des médias, l'expérience, comme l'a dit Grégoire, de chouchou mathématique des médias, et en particulier vous parler de quelques points délicats, quelques points réussis, des choses que j'ai apprises pendant cette période, des choses qui peuvent être utiles. Et puis, je vais replacer ça, puis analyser un ou deux exemples pour terminer. Je voudrais dire en préambule que ma première rencontre avec un journaliste professionnel, ça s'est très mal passé. C'était en 2003 ou 2004, c'était à l'ENS Lyon. Il devait m'interviewer pour rédiger un article pour un journal semi-grand public dans lequel on présente les recherches du laboratoire et tout ça. Et puis, ça s'est très mal passé, simplement parce qu'on ne s'est pas compris. Les journalistes scientifiques, je ne savais pas ce que ça voulait dire et quel niveau scientifique il avait. Je commençais à parler, il faisait oui. Il écrivait dans son coin en cachant avec sa main de sorte que j'avais aucune idée de ce qu'il écrivait. Plus j'allais dans les détails, plus il hochait la tête. Et puis, à la fin, il est parti en disant qu'il allait voir ce qu'il allait faire. Et il est allé raconter à ce comité de rédaction qu'il avait rencontré un fou furieux et que ça ne comprenait pas un traître mot de ce que je disais, et ainsi de suite. Puis, il a fallu rattraper ça avec un collègue qui est venu m'interviewer et tout ça. En tout cas, ça s'est très mal passé, on s'est pas compris. Ma deuxième expérience importante, c'était rencontre avec un professionnel de communication, il s'appelait Claude Vadel, c'est dans le cadre d'un stage organisé par le CNRS, c'était en 2007, et c'était à destination de chefs d'unité. Ou de gens recommandés par chef de l'unité. On était deux cette année-là de l'ENS Lyon à suivre ce stage. Avant moi, il y en avait eu deux encore sur les 2 années précédentes. C'était Étienne Gis qui m'avait recommandé d'y participer. Et ce stage, ça a tout changé. Et ce que j'ai appris à ce moment-là, ça m'a servi pendant toutes les années qui ont suivi où j'ai rencontré des journalistes et des médias. Premier conseil, si on arrive à trouver un bon stage, c'est le meilleur point de départ. Ça dure 2 jours, mais ça change tout.
Et en particulier, il nous avait sensibilisés au fait que ça se travaillait, les questions de communication. Il nous avait fait faire des exercices à plusieurs, en groupe des fois, devant les autres et tout ça. Des fois c'était déplaisant et puis ça c'était bien profitable. Et puis quelques éléments de psychologie du journaliste et nous le replacer en contexte. Et en particulier, il nous expliquait toutes les contraintes qui peuvent peser sur un journaliste scientifique, journaliste grand public, et qu'il faut essayer de se mettre à sa place, comprendre quand il y a tel ou tel ratage, il fait ce qu'il peut, mais il doit gérer ceci, cela, le patron, les lecteurs, le reste du comité de rédaction, qui sait quoi. Et la chose la plus importante qu'il nous disait, c'est toujours de faire du journaliste votre allié. Ensemble, vous allez raconter une belle histoire. En repensant à ce stage en 2007, en 2013, quand j'ai été invité par l'école de journalisme de Lille, l'ESJ, École supérieure de journalisme de Lille, à venir faire un exposé devant les apprentis journalistes, j'ai commencé par donner des éléments de psychologie du scientifique, et à leur expliquer tout ce qui pèse sur nous, les rapports, les collègues, les articles, les soumissions, etc. et tout, qui est le rapport à l'argent et ce genre de choses, qui se mettent un peu à notre place. Et puis, il y a une question qu'il faut se poser bien sûr, et ça aussi il a insisté là-dessus Claude Vadel, avant de se lancer dans la communication avec les médias, avec le public, il faut se demander pourquoi on fait ça, être sûr qu'on a envie de faire ça, et quelles sont les motivations. Motivation, là, celle qu'on met en avant en premier lieu, c'est la question de susciter des vocations. C'est normal qu'on la mette en avant parce que le déficit de jeunes chercheurs, c'est la plus grave menace qui pèse sur nos établissements d'enseignement supérieur un peu partout en France, sauf dans quelques endroits privilégiés et encore. Et donc c'est normal qu'on pense à ça et c'est un problème national et même international. Il faut garder en tête que c'est pas du tout la seule motivation et qu'il y a plein d'autres raisons pour lesquelles vous pouvez avoir envie de communiquer avec le grand public, avec les médias, qui sont pas moins importantes. Ça peut être revaloriser l'image du scientifique, revaloriser sa propre image éventuellement. Le scientifique a l'idée qu'on l'écoute jamais, il dépérit, il déprime. Le fait qu'on l'écoute et que des grands médias vont s'intéresser à lui, ça va lui faire du bien. Il y a la question tout simplement que pour que les scientifiques dans leur ensemble continuent à être influents, à avoir du poids, c'est important qu'ils se fassent remarquer, ne serait-ce que pour justifier de tous les deniers publics qu'ils utilisent. Il y a plus généralement le fait que c'est important de maintenir le lien entre la société et le reste. Scientifique, c'est qu'une petite portion de la société. On les voit pas nécessairement, on voit beaucoup d'autres segments de la société. C'est important d'expliquer aux autres ce qu'on fait, qu'il y ait un certain sentiment de sympathie qui puisse s'établir. En pratique, quand on fait des conférences grand public, c'est ce dernier aspect qui intéresse le plus les gens, sauf qu'on s'adresse même quand on s'adresse à des scolaires, je pense. La plupart ne deviendront pas scientifiques, mais ils veulent savoir ce que ça fait un scientifique. Plus tard, quand je serai grand, qu'est-ce qu'il faut attendre des scientifiques et tout ça. C'est peut-être une idée plutôt nouvelle au sens où, dans le temps, on aurait considéré, alors je dis dans le temps, je ne sais pas à quelle échéance, mais on aurait considéré qu'il était plus important de travailler ferme et travailler dur plutôt que de perdre du temps, entre guillemets, à aller dans des conférences. Ça mange beaucoup de temps, les conférences. D'abord parce qu'il faut se déplacer, il faut préparer quelque chose. Faire quelque chose de simple, c'est toujours plus compliqué que faire quelque chose de compliqué. Et puis, si on veut en particulier faire travailler en face à face avec le public, il faut en faire beaucoup pour roder les choses, pour voir comment les salles réagissent et ainsi de suite. Qu'est-ce que je vais dire d'autre ? Ah oui, le simple fait d'avoir une visibilité médiatique, entre guillemets, ça peut aider des fois des projets à se développer. Pour certains politiques, selon qu'on parle de vous dans les journaux ou pas, ils vont être plus ou moins enclins à vous donner la subvention, le truc qui va vous permettre de réaliser votre agrandissement, de monter votre projet, et ainsi de suite. Et quelque part, ils se disent, consciemment ou inconsciemment, qu'il y a de la légitimité au sens où il y a une représentation, une base populaire, une sympathie populaire, si on parle de vous et qu'on parle de vous encore dans les médias. Quand je dis on parle de vous, c'est des scientifiques en général. Du côté du public, quelles sont les attentes ? Il y a de la curiosité, souvent, pas forcément le temps de faire trop d'efforts. À une époque, un discours qu'on voyait du côté des scientifiques, c'était au public de se cultiver, il y a des bouquins et tout ça, mais ils n'ont pas forcément le temps, et puis ils peuvent être effrayés par les bouquins. Il y en a qui peuvent se demander si ça va être de bons métiers pour leurs enfants, qui veulent avoir une idée de ce qui se passe. Il y en a,
c'est important, qui ont un compte personnel à régler, qui ont été frustrés dans leur enfance parce qu'ils ont raté leurs études, parce qu'ils ont eu un prof de maths traumatisant ou qui sait quoi, et qui veulent revenir, se convaincre que c'était pas de leur faute. Très souvent, vous en voyez qui vous disent « Ah, si seulement j'avais eu un prof de maths comme vous, certainement ça n'aurait rien changé. » Mais le fait de pouvoir se dire ça de leur côté, ça fait une sorte de catharsis. C'est comme ça que j'interprète en tout cas. Et puis, il a besoin aussi de se sentir dans l'air du temps, de sentir qu'il comprend un peu ce qui se passe. De nos jours, énormément de choses se passent avec la science comme quelque chose qui tire. C'est pas seulement ça qui tire, mais ça tire beaucoup de choses, de technologie. Les gens se sentent dépassés. De plus en plus, on a l'impression que ça reste du côté des spécialistes. On leur donne que des choses end-user, des choses dont on voit pas les arcanes. Alors quand on peut leur montrer un peu ce qui se passe derrière, leur donner quelques-uns des secrets, ils se sentent associés. Ça diminue l'angoisse réelle que ressentent beaucoup face à la marche du monde qui avance sans qu'ils y comprennent rien. Et puis aussi, important, ils veulent pouvoir interroger directement le scientifique dans certains cas, ou l'entendre s'exprimer directement, le scientifique étant considéré comme plus légitime pour aborder certains éléments de son métier. Il ne peut pas tout faire, et évidemment c'est important qu'il y ait des médias pour une bonne partie de la communication, mais dans certains cas, ils veulent voir le scientifique en personne. Et puis même, il y a besoin d'utiliser certains médias pour que le scientifique puisse s'exprimer. Si vous voulez toucher... Alors, pour faire la communication du côté du scientifique, si vous voulez faire ça directement, il y a les exposés publics, conférences publiques devant un public mélangé, j'en ai fait un paquet, les exposés dans des classes, très intéressant, ça je recommande à tout le monde. J'ai testé tous les niveaux, depuis l'école primaire jusqu'à la terminale, classe prépa, université, j'ai tout testé. C'est différent selon les âges, il faut perfectionner différents discours, c'est passionnant. On ressort de là, quand ça se passe bien, vraiment illuminé. Et puis la communication par Internet, le fait qu'on puisse mettre des choses directement sur sa page web par exemple, ça change la donne. Vous pouvez de nos jours faire de la communication directement auprès du grand public sans nécessairement passer par l'intermédiaire d'un grand média, avec les avantages et les inconvénients que ça a. Si vous voulez toucher plus de monde, il vous faut passer par des médias. Si vous voulez toucher plus de monde et selon des formes qui ne se limitent pas à l'Internet, ça va être les journaux, bien sûr, les radios ou les éditeurs littéraires, comme j'ai testé avec Théorème Vivant que tu mentionnais tout à l'heure, qui aussi jouent leur rôle de médias parce qu'ils ont une interface avec certains journalistes, ils ont un discours qui va avec, un discours de promotion qui accompagne le texte. Alors, les formes que j'ai expérimentées, il y avait la vulgarisation, en particulier les cartes blanches pour Le Monde, un petit texte avec un scientifique invité à chaque fois. Avec Le Monde, l'accord, c'était que j'en faisais une toutes les 6 semaines. J'ai fait ça pendant 2 ans. Des exposés, j'en ai parlé. Des textes un peu plus sous une forme littéraire, soit Théorème Vivant qui faisait carrément partie de la rentrée littéraire, soit certains textes que j'ai pu faire dans certains festivals, par exemple la Milanesiana, festival de cinéma et de sciences, dans lesquels on m'a commandé 2 fois des textes sur un mode genre poétique, avec un thème imposé, qui parle de science, mais thème imposé, l'un c'était le mensonge, un autre c'était, je sais plus que c'était le deuxième, mais en tout cas, on vous donne un thème, et puis il faut trouver comment l'accompagner, le décliner de manière avec des anecdotes scientifiques par exemple. Émissions télé, ça peut être du grand public, ça peut être des journaux télévisés, ça peut être des émissions scientifiques. Émissions radio, avec la grosse différence qu'on voit tout de suite entre la radio et la télé. À la télé, surtout les gens sont sensibles à votre apparence physique et la façon dont votre body language, quoi. À la radio, ils écoutent ce que vous dites, ça change tout. Et à la radio, vous pouvez prendre votre temps, à la télé, vous êtes comprimé. C'est pas du tout les mêmes choses que vous direz dans un cas ou dans l'autre. Chronique radio, j'ai fait ça un moment sur France Info. C'était le regretté Philippe Chaffanjon qui avait organisé ça, et c'était assez audacieux de sa part. Il y avait eu un super retour. Alors à chaque fois, j'étais en interaction avec une journaliste professionnelle pour préparer le truc, mais j'arrivais avec une ébauche de chronique préparée. On connaissait le timing et puis on arrangeait ça. Les films. J'ai participé à 3 films à ce jour, dans le genre long métrage. Un film sur Poincaré, l'harmonie et le chaos, qui était tourné avec des mathématiciens parlant de Poincaré. Un film qui s'appelle Colors of Mathematics, je ne sais pas si certains dans la salle l'ont vu, tourné par Ekaterina Eremenko, une cinéaste russe, qui a pris 6 mathématiciens de différents pays, qui les associe chacun à un sens, en comptant 6 sens avec l'équilibre, et leur a demandé à chacun, pendant un petit reportage, de parler de leur métier avec des métaphores
qui correspondent au sens en question. Donc moi, évidemment, j'ai eu le goût en tant que Français, et puis on est allé à Lyon, évidemment, et donc ça s'est passé dans des restaurants, ça se passait dans des jurys culinaires et tout ça. Je faisais l'analogie entre préparer une démonstration mathématique et faire une recette de cuisine et des choses comme ça. Et à chaque fois, ils cherchent comme ça une forme un peu originale. Et puis j'étais dans Comment j'ai détesté les maths, qui était en salle et qui a vraiment trouvé son public, puisque je crois qu'ils attendent quelque chose que finalement il devrait y avoir 60 000 entrées, quelque chose comme ça. J'ai testé Parrainage de collection de vulgarisation, c'était la série Le Monde des mathématiques en collaboration avec Le Monde et RBA. En l'occurrence, ce qu'on faisait avec Images des mathématiques, c'était la réédition d'une série d'ouvrages de vulgarisation. Ça s'est très bien vendu aussi, beaucoup mieux que ce qui était attendu d'ailleurs. Tous les événements dont je vais parler, ils ont rencontré plus de public que ce qui était attendu. Ce qui montre qu'on sous-estime le potentiel de réponse et de curiosité du public. Et donc, le monde des mathématiques, pareil, il y a dû y avoir au moins 50 000 ou 70 000 acheteurs touchés et donc des centaines de milliers d'exemplaires de bouquins vendus. J'ai fait des textes sur mon blog, avec l'inconvénient qu'on n'arrive pas à maintenir le rythme souvent quand on est occupé. J'ai une carte sur Futura Science, j'ai vu que vous en parliez tout à l'heure, je trouvais que c'était bien conçu, j'étais très content de la façon dont ils avaient traité les choses. J'ai pas testé Facebook ou Twitter pour des questions que j'ai pas assez de temps pour réagir. D'autres le font. Il y a un compte Twitter à mon nom, mais c'est pas moi. Mais il y a quelqu'un qui s'occupe de le. J'ai jamais rencontré, je sais pas qui c'est, mais c'est très bien comme ça. Qu'est-ce qu'on va dire comme obstacle à la communication? Qu'est-ce que vous pouvez rencontrer? À un moment, j'ai écrit un petit texte que vous pouvez regarder. Ça s'appelle De la mathé médiatique. C'est publié sur Images des maths. Je l'ai écrit comme les textes d'Images des maths, c'est censé être écrit par des spécialistes pour des non-spécialistes. En l'occurrence, c'était aussi écrit pour spécialistes, pour être honnête. C'était aussi une façon de parler à mes collègues, à un moment où je sentais que j'avais besoin de leur expliquer directement que c'est difficile. Il y avait eu certains épisodes un peu délicats. Et je racontais toutes les mésaventures qui peuvent vous arriver quand vous faites de la communication, même quand vous êtes de bonne foi, et même quand vous avez avec vous un journaliste de bonne foi. Les problèmes, ça peut être les contraintes de forme et de place, bien sûr. Carte blanche dans Le Monde, c'était 3000 signes. Et c'est très dur d'arriver à ça en pratique. En pratique, vous passez quelques heures à écrire un texte de 5000 signes, et puis après, vous passez quelques heures à le condenser à 3000 signes sans perdre le sens, et c'est très dur. Pareil, à la télé, à la radio, ça peut être des plages très courtes. Il n'y a pas longtemps, j'étais sur le Grand Journal, c'était la 3e fois, la seule fois dont j'étais content de ma prestation, je pense, et je savais que j'avais 1 minute sérieuse, exactement 1 minute. Et donc j'avais bien préparé la minute et tout ça, mais il n'était pas question d'improviser pendant cette minute-là, il fallait savoir ce qu'on allait dire. D'autres problèmes qui peuvent vous arriver, évidemment, c'est le journaliste infidèle, au sens où il ne reproduit pas exactement ce que vous avez dit. Coup classique que j'ai vu passer, c'est quand vous êtes enregistré et puis qu'on sélectionne 30 secondes dans votre interview de 10 minutes, et là on peut vous faire dire ce que vous voulez. À un moment en particulier, mais ça c'est jamais sorti, un essai pour 28 minutes, nouvelle formule. À un moment, ils ont changé de formule. Il y avait un projet de journal des sciences. Ils ont pris certains des chroniqueurs qui participaient avec eux. Et puis, il y a un professionnel qui s'est occupé de ça. Et quand on a vu le résultat, les 3 chroniqueurs, on a dit en bloc qu'il était hors de question qu'on participe à la formule si c'était comme ça, parce qu'on ne reconnaissait pas du tout ce qu'on disait. C'était intégré à un discours d'ensemble avec lequel on n'était pas d'accord. On avait vraiment l'impression d'être instrumentalisé. Donc, en tout cas, c'est facile à faire si le journaliste veut le faire. Manque de familiarité avec l'exercice, évidemment. Quand vous commencez, vous ne savez pas trop comment réagir. Et puis, il y a ce point délicat que on ne prête qu'aux riches. Plus vous faites des choses et plus vous êtes à l'aise, plus on vous redemande. Et quand vous dites, ça serait bien que vous alliez un peu demander à machin ou un tel et tout ça, ils disent, ah oui, mais non, mais on ne sait pas et tout ça. Donc, il faut le départ est délicat pour se familiariser. Je me souviens très bien mon premier direct à la radio, un vrai direct. Hein, là, vraiment, ça, je trouve, ça vous fait un choc. Vous vous dites là, si je dis une bêtise, tout le monde entend en direct, et puis qu'est-ce qu'on va faire? Alors après, on s'habitue, et puis ça devient les gens, ils vous confient des trucs de plus en plus difficiles au fur et à mesure. Il n'y a pas longtemps, sur France Inter, il y avait un épisode où je me retrouvais, il y avait une sorte de mise en scène, j'étais dans un fauteuil, en pantoufles, ça faisait partie de la mise en scène, il y avait un gars qui faisait son numéro à côté, une sorte de grand discours, penché sur moi, j'avais la lumière en plein dans les yeux, il disait « Cédric, tu sors des studios de France Inter, tu rencontres Dieu ». Que lui dis-tu? Voilà, vous êtes en direct, il faut trouver qu'est-ce que vous allez dire à Dieu quand vous avez cette question-là.
Alors, j'ai temporisé un peu, j'ai trouvé une pirouette qui allait à peu près, tout ça, et puis il fallait continuer. Après, je rencontrais le diable, il fallait trouver ce que je lui disais. Après, je rencontrais Johnny, pareil, il fallait improviser pour savoir ce que je disais. Voilà, c'est ce genre de choses. Et les gens, après, ils étaient super contents. Les gens qui m'ont dit « Ah, super, ce truc-là ». Il faut être prêt à faire ce genre de choses sans pousser de hauts cris. Mais c'est pas dès le début, quoi. Ça demande un peu de familiarité. Autre obstacle qui peut vous arriver, c'est l'imprécision à la retranscription. Vous écrivez un truc, vous dites un truc, et puis le journaliste retranscrit. Il croit qu'il a retranscrit très fidèlement, et puis il a changé un mot, et puis pas de chance, ça change tout. Exemple cocasse dans ma deuxième page blanche, carte blanche pour Le Monde, c'était que je parlais d'un réseau quasi périodique, mais qui n'était pas cristallin. Et le journaliste s'est dit, ouais, réseau, c'est un réseau cristallin. Il a rajouté le mot cristallin, évidemment. Et puis j'avais demandé à vérifier. Heureusement, j'ai pu enlever ce truc-là. La pire mésaventure qui m'est arrivée dans ces cartes blanches, de loin, c'était celle sur les maths financières, dans laquelle je parlais des travaux de Ramaconte. Et ils m'avaient promis, juré, qu'ils ne changeaient pas un mot au texte. Mais ils ont changé toute la mise en paragraphe. Ça change tout, surtout si votre texte est condensé et que vous êtes déjà allé au plus près et tout ça. Quand vous avez paragraphe, il y a des implications implicites, A implique B ou des choses comme ça. Donc vous mettez un truc qui est intégré à un paragraphe, ça semble être la suite logique, tandis que si vous le mettez en conclusion, ça sonne différemment. Et là, systématiquement, mes paragraphes qui étaient comme ça, ils les avaient coupés en deux pour que, genre, il a fait la partie la plus saillante en début de paragraphe, alors que dans mon esprit, c'était les conclusions. Et il y avait plein de choses qu'on ne comprenait plus. C'était désastre. Évidemment, c'était d'autant plus facile que le texte est fragilisé par le fait qu'il était court. Et puis, en même temps que je découvrais ça, à la mise en ligne, je découvrais que, sans me prévenir, ce truc était censé être grand public, il avait aussi mis en lien sur l'édition spéciale économie. Évidemment, si vous adressez à un public de gens spécialisés économie, vous n'avez pas eu tout utilisé les mêmes mots que si c'est le grand public. Et là, vraiment, là, c'était une des de loin la pire nuit de mes expériences relatives à mes expériences médiatiques. Un exemple encore plus sournois qui n'a pas été dans les médias mais qui aurait pu et qui était très instructif, c'était un discours de politique. Discours d'un certain ministre, à un moment, vous savez, les discours des ministres, ils font des allers-retours, le cabinet regarde, puis ils consultent un expert, il vous montre pas le discours en entier, mais il vous montre un petit morceau du discours, est-ce que tu peux vérifier ça et tout ça. À un moment, il y a un discours qui va être prononcé le lendemain, je reçois le truc et je vois que c'est délirant, et je corrige, non, il faut mettre ça, etc., il faut mettre une petite explication de ce qui se fait avant et tout ça, et puis je renvoie le truc. Et puis le lendemain, j'assiste au discours, la cata, le truc arrive, et au moment où le ministre dit la chose importante, tout le monde éclate de rire, c'était un public de matheux, tout le monde éclate de rire, le ministre s'en tire par une pirouette et tout ça, continue, et j'ai analysé l'erreur et j'ai compris. C'était une question d'intonation. Il y avait une petite phrase que j'avais mise avant qui était explicative, avant la vraie phrase qui disait le vrai truc qui était important, et le ministre avait lu la phrase explicative avec le ton de quelque chose de très important, et la phrase du truc très important avec le ton d'un truc qu'on dit en passant comme ça. Et ça changeait tout. Et c'est là que vous voyez que même l'intonation, ça peut trahir la pensée du texte. Et si ça avait été à la télé, le discours, ça aurait été la cata comme ça. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Autre chose que vous retrouvez, titre contresens. Ça, j'ai lu plusieurs fois. Vous avez un article et tout ça, c'est bien écrit. Même des fois, vous avez écrit vous-même et réécrit le truc, et puis arrive un titre, vous ne savez pas d'où il sort. Et des fois, ça reprend un petit élément, justement dans une nuance, ce qui fait que ça donne la vision d'ensemble complètement contraire de ce que vous vouliez. Ou alors, le titre supervoyant. Des fois, c'est pas grave, des fois c'est choquant, mais c'est pas grave. C'était l'exemple du titre de Télérama, la Lady Gaga des maths. Là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oulala, qu'est-ce que c'est? Et puis pour certains collègues, c'était, mais il est fou. Mais honnêtement, c'était pas grave. Il y a plein de gens qui ont trouvé ça très rigolo, ça a plu et tout ça. Et puis, s'il y avait quelqu'un dans l'histoire qui avait l'air, qui pouvait passer pour ridicule, c'était moi, c'était pas les autres. Beaucoup plus embêtant, le titre de Ciel et Espace. Interview, on parle physique, mathématiques, et j'explique au détour de l'interview que je ne suis pas convaincu par la matière noire et tout ça, j'explique. Et puis, gros titre, grosse page, la matière noire, je n'y crois pas. En plein, sur la couverture, j'ai vu le truc arriver, je me suis dit, là, je vais avoir plein d'ennuis. Ça n'a pas manqué, hein, plein d'ennuis. Heureusement, il y avait des physiciens que je connaissais qui ont œuvré pour me sauver de là, mais c'était vraiment grave. Et on voit, il y avait, si on analyse le truc d'abord, je suis persuadé qu'il y avait une volonté de la rédaction de faire un coup. Ensuite, et je me suis retrouvé instrumentalisé dans une bataille. Ensuite, il y avait une faute qui est que, à mon sens, quand vous interviewez un scientifique et que vous êtes dans un journal scientifique, vous ne mettez pas en gros un commentaire du scientifique sur un sujet dont il n'est pas expert. Vous avez le droit de donner votre avis sur un truc dont vous n'êtes pas expert, comme n'importe qui.
dans le cours de l'interview. Mais le mettre ça comme titre, ça vous fait passer pour l'expert qui sait de quoi il parle et tout ça. Et donc là, j'ai trouvé que c'était grave. Autre problème, qui peut être plus embêtant qu'il n'y paraît, oubli de crédit aux institutions, aux collaborateurs, avec l'affiliation. Vous plantez l'affiliation, le journaliste oublie l'affiliation, plein d'ennuis qui peuvent se passer. C'est arrivé plusieurs fois. À chaque fois, c'est comme les titres. 3 minutes de discussion avec le journaliste, ça vous permet de rattraper le coup, sans problème. J'ai eu des soucis avec des titres. À chaque fois, en 3 minutes, on trouvait la solution pour changer sur l'édition électronique. Mais ils n'auraient pas pensé à consulter avant, dans certains cas. Ou des fois, ils considèrent que c'est leur devoir de pas consulter. Alors, pour de simples histoires de ne pas faire apparaître les institutions ou de ne pas parler de telle ou telle chose, j'en ai eu des problèmes. Des disputes avec au moins 6 présidents d'université, de 4 universités différentes. Dans certains cas, c'était des postes de profs invités qui étaient en jeu, des moments d'énervement, j'ai des histoires, des problèmes avec des conseils d'administration et tout ça. Et on ne se rend pas compte à quel point le milieu universitaire est susceptible institutionnellement, ce qui est normal. On ne roule pas sur l'or. Beaucoup sont frustrés que la science n'ait pas la reconnaissance qu'elle devrait avoir. Alors, la question de fierté, c'est important. Quand vous plantez l'affiliation, quand vous oubliez de mentionner que vous êtes à telle université ou que ça a été financé par tel truc, vous avez une réaction qui peut être très violente d'un président d'université. Certains emails étaient très violents. À chaque fois, ça s'est arrangé, mais il faut bosser, quoi. Il faut bosser. Autre problème que vous rencontrez, c'est le rythme très rapide. Vous êtes scientifique, vous avez l'habitude de bosser à l'échelle de la journée, du mois, de l'année, mais pas de l'heure, quoi. Alors, ça m'est arrivé, par exemple, une fois où je publie une tribune dans Le Monde sur des questions de formation des enseignants. Je soumets comme il faut la tribune et tout ça, et puis je reçois un coup de fil un certain jour, vers 10h du matin. « Elle est très bien, votre tribune, elle est très bien. On va la publier aujourd'hui parce que justement, on a un trou. Est-ce que pour 14h, vous pouvez avoir réduit le texte d'un tiers ?» Il était 10h. Il était 10h, j'avais une série de rendez-vous. Un tiers, c'était une tribune un peu conséquente. Ça demandait vraiment un truc. Alors il a fallu en urgence décaler tous les rendez-vous, trouver 1 heure de battement pour faire le boulot en 1 heure avec la pression, quoi. Et puis vous renvoyez en vous disant j'espère que j'ai pas fait de bêtises. L'alternative, ils vous disent si vous n'avez pas le temps de le faire, je m'en charge moi-même. Et là vous dites non, je vais le faire, pas de souci. Pas de souci. Ça, ce sont les problèmes principaux. Alors, il faut apprendre, et on ne se rend pas compte à quel point ça pose souci avant, à répéter la même chose à 36 médias différents. Et c'est normal, parce que ça touche des publics différents. Et alors, vous recevez la question, vous dites, mais j'ai déjà répondu 30 fois à cette question. Ah ben, il faut recommencer. Et il y a un vrai entraînement à pas s'énerver, à rester zen par rapport à ça. Ouais, c'est la vie. Il y a un problème très délicat qui est celui dont je parlais tout à l'heure. Quand vous parlez hors de votre domaine, comment ça va être perçu? Perçu par le public? Perçu par les collègues? Ok. Ok, très bien. Alors, il y a toutes les attitudes, vous les avez. Et vous avez des collègues qui vous disent « tu n'as pas à parler de ça, c'est pas ton domaine », d'autres qui vous disent « c'est très bien pour une fois qu'on demande son avis à quelqu'un qui n'est pas… » etc. Et vous avez tout. En pratique, quand vous parlez de choses qui sont hors de votre domaine, qui sont dans l'univers des gens, ça j'ai constaté, c'est extrêmement efficace pour les rapprocher. J'ai vu avec Théorème Vivant le fait que je parle beaucoup de musique. Il y a des gens qui m'ont dit, j'arrivais pas à entrer dans ce bouquin, mais à un moment vous avez parlé de la chanson d'un tel, je me suis dit, ah, on a un point commun, et paf, le reste est allé comme sur des roulettes. Sur des émissions radio, c'est arrivé 3 ou 4 fois au moins, qu'on me demande de faire une sélection de morceaux de musique préférés, de les commenter et tout ça. Après, dans le courant de l'émission, on parle de maths ou on parle de sciences. Mais le fait qu'il y ait ce contact où on parle de mathématiques, où on parle de musique, où on parle de cinéma, des choses comme ça, tout de suite, c'est extrêmement efficace pour la communication. Et très franchement, je pense que l'argument selon lequel on doit s'exprimer que sur sa spécialité, il ne tient pas. Et quand vous faites le compte et vous regardez dans l'ensemble des médias, les gens qui s'expriment, la plupart du temps, ils s'expriment sur un truc qu'ils ne maîtrisent pas. Et puis, savoir de ce dont on est spécialiste, ça dépend beaucoup du référentiel. Une fois, il y avait pour je ne sais plus quelle interview, j'avais fait un truc filmé où j'avais parlé un peu de la limite de
la limite de Boltzmann-Grad pour les sphères dures et comment passer des équations microscopiques à l'équation de Boltzmann. Hein. Et l'un des commentaires, c'était « Waouh, des lecteurs, Villani n'est pas spécialiste de cette limite. » Je dis « Bien, mais alors, ça veut dire qu'il y a 3 spécialistes en France. » Et là, franchement, on était sur un domaine que j'aurais considéré quand même comme extrêmement pointu. Ça pour dire que savoir qu'est-ce qui est considéré comme votre domaine de spécialité, ça va être extrêmement variable. Question à bien garder en tête quand vous êtes scientifique et que vous répondez à des interviews, c'est, et ça il insistait beaucoup là-dessus, Claude Vadel, se débarrasser du réflexe universitaire qui consiste à répondre à la question posée. On est habitué, on pose une question, on met un point d'honneur à répondre exactement à la question. Mais c'est pas ça qu'il attend souvent. Il faut voir la question comme une sorte de perche pour développer, pour dire ce qu'on a envie de dire. On répond ou on commence à répondre et puis on continue à côté et finalement on se met à dire des choses qui sont éventuellement plus intéressantes que ce que le journaliste avait prévu. Et ils vous le disent à chaque fois. Oh, pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? Oui, mais vous ne l'avez pas demandé. Non, non. C'est à vous d'anticiper les réponses à défaut de savoir quelles seront les questions ou de préparer certains discours que vous savez, certains éléments que vous arriverez à caser quelle que soit la question. Sur certaines des interviews qui se sont très bien passées, à un moment, un petit passage sur France 2 où je parlais de mon livre qui était très minuté et tout ça, c'était exactement comme ça. Je ne savais pas du tout ce qu'elle allait me poser comme question, mais j'avais prévu que j'allais parler de 1 truc, 2 trucs, 3 trucs. J'avais même répété, le temps était compté, qu'est-ce que je voulais dire, peut-être un 4e truc, et j'ai dit exactement ce que j'avais prévu de dire, et c'était exactement comme si je répondais aux questions. Alors, quelques conseils pour les journalistes, si j'aurais eu tendance à en donner. Gardez ce que j'ai dit là en tête, tout le genre d'obstacles qui peut faire peur aux scientifiques. Laissez le scientifique raconter son histoire autant que possible. Montrez le scientifique à la fois proche et lointain. Il faut trouver le bon équilibre. À la fois, il faut qu'il y ait ce côté aventurier, exploration de l'inconnu qui va faire rêver, mais en même temps qu'il ne soit pas extraterrestre et qu'il ait des éléments proches. Et puis, faire relire autant que possible. Alors, plein de fois, on dit non, il ne faut pas faire relire, ça dénature, la spontanéité. C'est presque systématique, hein. Pour beaucoup. Et dans mon expérience, j'ai vu plein de problèmes qui arrivaient à la suite de manque de relecture. J'ai jamais vu de problème arriver à la suite d'une relecture, hein. Il s'agit d'arriver à mettre le journaliste en confiance, lui dire, le médiateur en confiance, insister sur le fait que vous n'allez pas être invasif, que vous allez répondre rapidement, que vous laissez le choix des sujets aux journalistes, vous vous contentez de corriger les erreurs ou de rétablir des trucs quand il y a des contresens. Voilà. Alors, est-ce que j'ai encore 5 minutes? Ou est-ce que là c'est... 3 minutes. J'aimerais bien analyser avec vous, si vous voulez bien, un petit exemple d'une carte blanche. Les cartes blanches, donc c'était un exercice intéressant, 3000 signes. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Je vais vous montrer celle qui, d'après les retours que j'en ai eu, a le mieux marché. Et je vais essayer d'analyser pourquoi, à mon avis, celle-ci a bien marché, en tout cas a mieux marché que les autres. Non, juste un écran tout bête. Bon, sinon je me contenterai de le lire. Ah oui, c'est ça s'éteignait. Écoutez, je vais vous le lire. De toute façon, ça va prendre 3 minutes à lire. Et après, je vais vous dire les éléments qui me semblent intéressants. Ça s'appelle « De la mer violette à la mathématique bleue ». Le 4 janvier 2013, le cinéma américain décernait un Oscar scientifique à des chercheurs de l'ETH Zurich et de Cornell University, État de New York, pour avoir développé un logiciel de turbulence par ondelettes qui crée des images de fluides, flammes ou fumées réalistes sur un mouvement d'ensemble prescrit. Cette récompense ne surprendra pas ceux qui savent l'importance du triptyque mathématique, physique, informatique dans le cinéma actuel. De fait,
lors du gigantesque colloque joint des associations mathématiques américaines tenu à San Diego en janvier 2013, une session était dévolue à la création graphique. Des représentants de groupes comme Adobe ou Disney y évoquaient le rôle toujours croissant des équations et techniques mathématiques dans ce domaine, qui s'est fait avec de grands studios comme Industrial Light and Magic, Pixar, DreamWorks ou Wata, de grands projets comme Toy Story, mais aussi de grandes figures humaines comme le légendaire chercheur Edwin Catmull. Dans sa passionnante conférence plénière « How Mathematics Has Changed Hollywood », Tony DeRose, directeur de la recherche de Pixar, évoquait avec fierté les activités scientifiques et les publications de son groupe. L'histoire des fluides est à cet égard exemplaire. Pendant des millénaires, on ne savait décrire que par analogie le mouvement de la mer Violette, selon une expression homérique populaire. C'est seulement vers 1750 que des mathématiciens comme Euler ou d'Alembert se lancèrent dans une aventure révolutionnaire, mettre en équation le mouvement confus des eaux. En résultèrent les équations d'Euler, de Navier-Stokes, de Boussinesq, qui sont aujourd'hui à la base de nos prédictions météorologiques, mais aussi de notre représentation animée des fluides. Résolus par les algorithmes modernes, ces modèles mathématiques remplacent avantageusement au cinéma les anciens effets spéciaux analogiques. Ainsi, la mer est devenue pleinement, selon le mot de Léo Ferré, une mathématique bleue. L'analyse des équations aux dérivées partielles, la géométrie constructive, les estimations probabilistes, l'algèbre linéaire, autant de domaines mathématiques qui se combinent avec la phénoménale puissance informatique des studios hollywoodiens pour calculer les formes, les ombres, les reflets, la lumière, le mouvement des cheveux, des vagues et des vêtements avec un réalisme qui donne l'illusion de la nature. Oui, alors comme je l'ai mis trop grand, voilà. Et même, qui fait mieux que la nature ? Le réalisateur de cinéma peut désormais améliorer les lois de la physique ou de la biologie à sa guise. Dans Brave, le dernier né des studios Pixar, les personnages ont des expressions bien plus mobiles que ce que des nerfs faciaux peuvent réaliser, et la tignasse rousse de l'héroïne est guidée par des ressorts invisibles, garantissant la souplesse élégante des cheveux en toutes circonstances. Des subtilités qui échappent bien sûr aux spectateurs. Dans ce domaine, la technologie ne doit pas se faire remarquer, mais juste fournir l'écrin où l'art des scénaristes et metteurs en scène pourra s'épanouir. Voilà. Alors, donc celui-ci d'abord, quand je dis que c'est à mon sens celui qui est le mieux réussi, c'est objectif, au sens où c'est celui qui m'a attiré le plus de commentaires élogieux et le plus de remarques intéressantes. Première remarque, on parle de l'actualité, hein. J'ai écrit ce texte début 2013 et je commence avec un événement qui s'est passé le 4 janvier 2013. J'avais cette carte blanche, je me suis dit que j'allais la faire sur ce thème, après être revenu précisément du Joint Mathematical Meeting qui était à San Diego, et je m'y suis mis genre 3 jours avant la date limite pour la carte blanche. Donc tout à la fin, avec l'idée qu'on est plus réactif comme ça. C'était quand vous faites ça, c'est un peu délicat parce qu'il faut trouver en urgence les personnes à interviewer. En particulier, j'ai dû trouver en très peu de temps comment interviewer Tony DeRose. Et puis une autre des personnes qui avait assisté à la conférence, de manière à avoir les matériaux pour la carte blanche. D'habitude, pour ce genre de choses, j'interviewe 2 ou 3 personnes, pas plus. Quand vous en interviewez, le boulot important, c'est d'identifier lesquels il faut interviewer. On part d'une émotion importante, on part de quelque chose d'étonnant. Pourquoi le cinéma américain décerne un Oscar scientifique à des chercheurs, à des scientifiques ? Et important toujours, pour que votre texte marche bien, de commencer par quelque chose de surprenant ou par une émotion. Quelques trucs que vous apprenez vite et qu'on vous dit, et c'est vrai, c'est que pour faire passer un message rationnel, il faut commencer par un truc émotionnel. Le titre n'est pas étranger au fait que les gens ont accroché. Le titre, il doit surprendre, il doit accrocher, et puis en lisant le texte, vous devez comprendre d'où vient le titre. Et ici, j'avais fait le rapprochement entre mer violette, l'expression qu'on trouve dans Homère, les flots violets. Alors, il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur le fait qu'il aurait fallu traduire comme ça le mot grec, mais peu importe. Et puis, mathématiques bleues, que j'avais entendu dans une chanson de Léo Ferré, j'ai fait le rapprochement entre les deux. Et ça fait un truc qui accroche, une image un peu poétique. J'en dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi mathématiques alors que mer violette ? Et puis, ils sont entraînés à lire le truc. Et puis, en lisant le truc, ils comprennent pourquoi le titre. Les références culturelles qui vous mettent les gens avec vous, des références par exemple à des choses comme Pixar. Pixar, les gens recadrent, ils connaissent, ils aiment, ils ont vu tel ou tel dessin animé. Références en chansons, très efficace ça. Et puis les gens disent, ah, il écoute les mêmes chansons que moi, ou ah oui, tiens, ça c'est intéressant. Ça part de mon expérience,
Comme je parle de la conférence passionnante, avec sous-entendu que j'y étais, ce qui est vrai. Et là, je suis pleinement légitime pour écrire cet article en tant que chercheur. C'est pas comme si vous aviez quelqu'un juste spécialiste des sciences qui décide de faire un article et qui voit ça de loin. Ici, on a l'impression qu'on est dedans. Il y a aussi certains traits socio-mathématiques qui sont évoqués, mais pas de manière lourde. Du fait qu'il y a ce gigantesque colloque, là, ça met en sous-entendu le fait que la puissance de frappe mathématique américaine. Le fait, les Américains, ils s'occupent pas seulement d'avoir une super armée ou des super cinémas, c'est important pour eux aussi la mathématique. Il y a aussi le fait, même quand vous n'êtes pas mathématicien, vous lisez ce texte, vous comprenez qu'il y a différents domaines mathématiques différents, qu'il y a ici, je ne sais plus quoi, algèbre linéaire, géométrie constructive, estimation probabiliste, que c'est pas uniforme mathématique, qu'il y a différentes spécialités. Aussi qu'il y a des interactions entre des chercheurs, entre des projets, qu'il y a interaction entre industrie du cinéma et de la recherche. Donc plein de choses, même si je ne dis pas explicitement, en lisant le texte, vous les comprenez. Il y a ces choses familières qui sont dans les films. Et puis Disney. Disney, on parle de mathématiques, on parle de Disney, comment ça se fait? Il y a le fait que il s'agit d'une histoire et je parle de différentes histoires. J'aime bien dire qu'il y a 3 types d'histoires que vous pouvez raconter quand vous parlez de science. Ça peut être une histoire d'un projet, on veut construire une bombe atomique, on rassemble tel truc, on fait ci et ça, il y a l'aventure du projet. Ça peut être l'histoire d'un concept, le concept des atomes, il fait ceci, cela, ou le concept de l'entropie, il va faire ceci, cela. Ou ça peut être une histoire d'humain. Il y a telle personne qui a rencontré telle autre, ça a fait ceci, puis il a changé de carrière, et ainsi de suite. Et les meilleurs résultats, quand vous faites des conférences, c'est obtenu quand vous arrivez à entremêler les 3. Ici, il y a un petit peu de ça. Il y a l'histoire de l'équation de la mécanique des fluides, c'est une histoire de concept. Il y a une histoire humaine avec le chercheur Catmull qui rencontre les autres. Il y a une histoire de projet avec, pour faire un film, on va faire ceci. Et c'est un exercice qu'on peut se faire quand vous racontez une histoire. Demandez-vous s'il y a les trois aspects qui sont là-dedans. Et puis c'est une histoire de progrès quelque part. Vous associez les gens à quelque chose qui est dans le progrès, puis vous leur dévoilez un petit peu de quelque chose. Ils se disent « Ah ben voilà, mais je voyais les films et tout ça, je regardais bêtement, et maintenant je comprends quelque chose. Et puis je peux explorer, je peux analyser. Maintenant je peux aller voir sur Wikipédia l'équation de mécanique des fluides et tout ça. » Dernière chose, ça parle de maths et de technologie. Et puis le dernier mot reste à l'humain, et j'insiste sur le fait que ça ne doit pas se faire remarquer. Un des principaux obstacles face à la science et à la technologie, c'est les gens qui se disent que ça va bouleverser leur quotidien, changer leurs habitudes, qui vont se trouver dépassés. Si vous leur dites « ça va vous aider, mais vous ne le remarquerez même pas », et là, vous avez marqué un point. Et donc là, je termine bien en disant ça va juste permettre aux gens d'exprimer des choses humaines, des choses comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Cédric. J'imagine qu'il va y avoir des questions. Il y a déjà... Ah bon. Avec le nombre de sollicitations très importants que vous avez, comment réussissez-vous à équilibrer votre temps entre recherche, justement, et contact humain en général? Recherche, c'est très facile. En fuyant à l'étranger. En fuyant à l'étranger ou en allant m'isoler à l'IHES, ce qui revient quelque part à fuir le monde aussi, en un certain sens. Bon, sans rire, ça, quand vous le faites sérieusement, ça demande énormément de temps. Les conférences, ça se peaufine. D'une fois sur l'autre, il faut les répéter. Quand vous faites une conf devant un public, vous notez ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, et puis vous améliorez de la fois d'après. Quand on le fait sérieusement, ça se travaille. Et là, je dirais, je recommande pas forcément aux uns et aux autres de le faire aussi intensément que ce que je l'ai fait. Je l'ai fait intensément en bonne partie parce que je trouvais ça intéressant et parce que ça me plaisait. Sinon, j'en aurais fait beaucoup moins. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose à explorer, on va faire ça sérieusement. Et vraiment, ça mange du temps. Alors après, il s'agit de trouver la façon de diminuer l'intensité au fur et à mesure en douceur. J'ai quasiment arrêté, par exemple, les conférences dans les écoles. Pourtant, c'est bien. C'était vraiment bien. J'en ai fait je sais pas, des dizaines par an, au moins 10 par an, quelque chose comme ça. Là, j'ai laissé tomber. On ne peut pas de toute façon aller visiter toutes les écoles. Il y en a tellement. Arrive le moment où vous dites qu'il faut passer à un média de masse pour toucher les scolaires.
le problème de la communication médiatique, ça mange du temps, et puis ça mange de la disponibilité mentale aussi. Vous allez faire une interview, un machin en direct et tout ça, c'est dur de vous reconcentrer après. Il faut carrément isoler. Alors un jour qui est consacré à ça, et puis l'autre jour, vous faites que de la recherche. Alterner dans une même journée les unes et les autres expériences, je n'y crois guère. Bon, le sens de ma question, c'est que des chercheurs moins prestigieux que vous ont beaucoup de problèmes à être jugés convenablement par leur communauté. À partir du moment où ils font un peu de contact grand public, etc., on a eu beaucoup de problèmes au CNRS dans les sections avec ce genre de difficultés. Et il faut qu'en même temps, ils soient encore très productifs au point de vue science. Et c'est assez méprisé en général par la communauté, quoi. Peut-être pas chez les mathématiciens maintenant, mais chez les physiciens, en tout cas, c'est clair. C'est pas pris autant au sérieux que ça devrait l'être. Hein. C'est un vrai, c'est un vrai job. Hein. C'est un vrai job. Ouais. Ok, merci. Bonjour, j'ai été ravie de vous entendre parler de formation, parce que la formation que vous avez suivie, c'est moi qui l'ai organisée. Merci. Là, donc on se retrouve. Cette formation, je continue à l'organiser puisque je suis responsable de la communication de l'Institut de physique au CNRS. Et donc ça fait 15 ans que je travaille avec Claude Vadel pour la proposer. Donc deux choses. À votre avis, pourquoi est-ce que ça n'est pas repris au niveau national ? Moi, je plaide ça depuis longtemps, en disant pourquoi ne pas faire quelque chose de systématique pour les chercheurs qui ont envie de communiquer, hein, parce que... Et puis deuxièmement, on sait que c'est compliqué de mobiliser les chercheurs à se former. Hein. Moi-même, à l'Institut de physique, on va les chercher. Hein. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, à ma droite, là, j'ai un collègue physicien qui a suivi cette formation, mais on a quand même du mal à aller les chercher parce que c'est de la disponibilité, c'est du temps qu'il faut accorder à quelque chose qui, somme toute, n'est pas reconnu comme on vient d'en parler. Donc, quels conseils vous nous donneriez pour sensibiliser davantage les chercheurs et faire qu'ils soient motivés à se former ? Mon conseil, c'est... je pense franchement que quand ça vient des institutions, ils ne prendront pas ça au sérieux. C'est seulement si d'autres collègues leur vantent les mérites de la formation qu'ils iront. Et moi, si Étienne Gis m'avait pas dit vas-y, c'est super, je pense que j'y serais pas allé. Et même j'avais cette idée en tête que une formation de communication, pour parler franchement, c'était bidon, quoi. Mais quand vous êtes dedans, ça change. Alors évidemment, c'est pas pareil avec tous les formateurs. Celui-ci était excellent. Il y avait un bon contact qui s'était établi à tel point que quand a commencé la vague médiatique en 2010, quand j'avais des choses vraiment délicates à préparer, je lui envoyais un petit mail à lui. Ça m'arrivait par exemple, vous êtes sur le plateau avec un politique, comment faire par exemple pour être à la fois avoir l'air convivial et sans avoir l'air lèche-botte et ainsi de suite. Il y a des questions délicates qui peuvent être de positionnement. Donc avec Claude Vadel, c'est très bien passé. Je pense que ça ne serait pas avec tout le monde forcément. Et puis, sans que la formation ait eu lieu, par exemple, pour certains de mes collègues, quand ils s'y sont mis à Lyon, je leur avais passé mes notes de stage, je leur avais expliqué tout ça pour donner quelques conseils. Donc mon conseil, c'est en tout cas, autant que possible, essayer de faire diffuser par bouche à oreille. Ouais. Ouais. Parce que honnêtement, je crois que quand ça vient de l'institution, ça ne sera pas pris au sérieux. Bonjour, merci pour votre intervention passionnante. J'avais juste une question à vous poser. Y a-t-il des façons de communiquer que vous n'avez jamais expérimentées ou alors que partiellement et que vous aimeriez développer, proposer ? Oui, alors, là, la chose la plus naturelle, en tout cas ce que j'avais en tête en priorité, finalement, je ne l'ai pas expérimenté, c'est l'ouvrage de vulgarisation. Hein. J'ai expérimenté l'ouvrage de type littéraire qui vous plonge dans le monde mathématique, c'était Théorème vivant. Là, pour le coup, je pourrais parler pendant une demi-heure de ce que j'ai appris en analysant les réponses des gens qui m'ont écrit. J'ai reçu des centaines de mails, de commentaires.
mais j'ai pas expérimenté la forme plus traditionnelle d'écrire un ouvrage de vulgarisation sur tel concept. J'avais en tête, par exemple, quand j'étais allé voir l'éditeur, le chef de Grasset qui me proposait d'écrire un bouquin, j'avais en tête, ah oui, par exemple, j'aimerais beaucoup écrire un livre sur l'entropie, avec cette impression que j'avais une position un peu unique de par mes recherches, de par mes intérêts, pour écrire quelque chose qui tiendrait là-dessus et que ça pourrait être un ouvrage accessible au grand public. Et puis vraiment, c'était pas ça qui l'intéressait. Lui, il avait en tête quelque chose de beaucoup plus personnel. Heureusement, parce que sans ça, j'aurais jamais eu l'idée d'écrire Théorème vivant et d'explorer ce qui était un peu une nouvelle voie. Mais donc ça, l'ouvrage vulgarisation, je l'ai pas encore tenté. Il faut que je le fasse à un moment, et il faudra que je fasse très attention à la forme. Il faut que ce soit illustré. Il faut voir comment illustrer. Bon, ça viendra. Ça viendra. Je suis en train de travailler sur un projet de bande dessinée avec un dessinateur. Ça, c'est quelque chose que j'avais en tête d'essayer depuis longtemps. Voilà, donc ça, je suis en train de tester. Il ne me vient pas d'autres idées en tête, mais souvent, les trucs qui se présentent à vous, vous n'y avez pas pensé. Les chroniques sur France Info, je n'avais pas du tout pensé à ce genre de choses, par exemple. Peut-être qu'il y en a dans la salle qui ont des suggestions de choses à expérimenter. Bonjour. Camille Coco, je suis intervenue un petit peu plus tôt. Je me fais le relais de questions via Twitter. Il y a des gens qui vous suivent puisque c'est retranscrit salut tout le monde alors. En live. Donc Jade Lemaître se pose la question de savoir si vous allez rejoindre Twitter et si ce média vous intéresse. Le média est intéressant. Twitter me semble très intéressant. Honnêtement, je vais pas rejoindre parce que simplement j'ai pas le temps. J'ai un emploi du temps de givré. Écoutez, pour vous donner une idée, juste, je vais prendre l'emploi du temps d'aujourd'hui là. La nuit dernière, j'étais à Saint-Pétersbourg. Je me suis levé à 3h du matin. Il était minuit, heure française là. J'étais à Saint-Pétersbourg pour un jury. J'ai pris 2 avions plus le mototaxi pour arriver à temps pour la conférence d'ouverture de la statistique à laquelle assistait Grégoire aussi. Ceci est mon 2e exposé dans la journée. Je vais en faire un 3e plus tard et puis rentrer chez moi. Et voilà. Dans ces conditions-là, Twitter, je le sens pas. D'accord. J'ai une autre petite question de Johanna. Comment vivez-vous votre rôle d'ambassadeur des mathématiciens ? Oh, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est comme tout genre de choses, vous apprenez beaucoup de choses, il y a des moments très émouvants, il y a des moments où il y a des moments durs. Hein. Il y a eu vraiment, je parlais tout à l'heure de cette carte blanche avec les paragraphes plantés et tout ça, j'avais l'air tellement mal en point, ma femme elle m'a dit il faut que tu arrêtes. Elle dit non, je vais continuer, la prochaine carte blanche elle ira bien et tout ça. Donc il faut pas croire que ça soit comme une lettre à la poste. Bon, c'est un truc intéressant et puis après, c'est comme tout. Il faut, qu'est-ce qu'on va dire ? C'est une activité comme une autre. Bon, merci beaucoup, je suis sûre que les gens en ligne sont très heureux que vous ayez répondu. Oui, moi je voulais juste répondre à la personne qui disait c'est difficile de vulgariser parce que c'est pas reconnu. Il y a eu une étude de Pablo Jensen il y a quelques années sur des chercheurs du CNRS qui montrait que les chercheurs qui vulgarisaient avaient plutôt des meilleures carrières que les autres. Alors il y a pas forcément, on ne sait pas quelle est la cause, quelle est la conséquence, mais en tout cas clairement il n'y a pas de résultats négatifs sur la carrière des gens. Quel que soit l'âge, on pourrait penser que c'est surtout les gens qui ont déjà fait leur carrière scientifique qui vulgarisent. C'est pas vrai. Les jeunes vulgarisateurs font aussi des belles carrières. Simplement, j'avais aussi discuté avec un chercheur qui vulgarise beaucoup, qui s'appelle Jean-Michel Courty, qui dit il faut pas non plus présenter la vulgarisation comme étant une vague petite activité en plus. Lui, dans ses rapports à l'administration, enfin je sais plus comment ça s'appelle, il met trois aspects de son métier, la recherche, l'enseignement, la vulgarisation, sur le même plan. Et c'est peut-être aussi quand chacun considère la vulgarisation comme quelque chose d'important que ce sera pris en compte dans les carrières. Oui, alors je vais rebondir là-dessus. Une première remarque, il y a une différence entre recherche et les autres activités, c'est qu'au niveau de la recherche, il y a une évaluation par les pairs qui est faite et qui est très dure. Dans la vie d'un chercheur,
Le moment le plus traumatisant d'habitude, c'est quand vous recevez des rapports de référés négatifs ou des choses comme ça, et on a tous connu des expériences dures de ce côté-là. Il n'y a pas ce même côté dur en tout cas, dans la vulgarisation, ça peut arriver. Quand vous faites un exposé qui tombe à plat devant une salle, vous vous sentez mal. Mais c'est pas sanctionné par quelque chose. Donc c'est normal de considérer que la première catégorie a une certaine objectivité en plus, et de lui accorder plus de poids. N'empêche que il ne faut pas, évidemment, vous avez parfaitement raison, négliger ces activités de vulgarisation, et dans un rapport d'activité, il faut les présenter avec sérieux, avec fierté. Une autre chose que je voulais dire sur la question de qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Sur la question de la carrière, hein, oui, parmi les effets positif que vous ressentez quand vous vulgarisez. J'ai parlé tout à l'heure des questions d'estime pour son propre métier. Quand vous vous demandez souvent, alors dans des conférences publiques, j'ai une dizaine d'exposés en stock à peu près, sur des sujets différents ou des présentations différentes. Parmi ceux-là, il y en a une partie dans laquelle je raconte des histoires de mathématiques en général. Il y a une partie qui parle de ma propre recherche, et où c'est un exercice justement de se demander comment vulgariser quelque chose de la recherche qui a été faite il y a quelques années. Et c'est un exercice extrêmement intéressant. On se demande pourquoi on fait ceci, on cherche à le replacer dans le contexte, on comprend mieux sa propre trajectoire de chercheur quand on la vulgarise. De la même façon que c'est un principe général. Le simple fait d'expliquer un problème à un tiers, ça vous permet de mieux le comprendre. Je dois malheureusement utiliser mon privilège de président de séance pour t'interrompre. C'est difficile, mais je crois qu'on va y arriver. Donc si vous avez encore des questions, vous pourrez les poser certainement à Cédric avant qu'il ne reparte. Hein. Voilà. Merci beaucoup encore. Merci.